Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid, comme toujours. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci beaucoup. Une semaine qui s'achève et ça fait du bien d'être en week-end. Donc vous nous entendrez... Semaine intense. Semaine intense, j'ai pas consacré beaucoup de temps aux jeux vidéo, mais du coup le week-end arrive, donc ça va être très bien. On va tester Mario Party ce soir ensemble chez toi, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être ma première session de jeux vidéo de la semaine. J'ai fait un petit peu de The Messenger, mais voilà, de façon un peu sporadique dans les transports et autres. Et sinon, j'ai regardé Dragon Ball Daima. Et j'ai trouvé ça assez naze pour commencer, donc à voir. Je vais commencer demain, et moi, pour le coup, j'ai eu des très bons retours là-dessus. Eh ben écoute, tu me diras ton avis. Je trouve que, enfin voilà, tu verras, il y a l'épisode un peu en deux parties, une partie résumée totalement inutile, un peu lourde. Alors peut-être inutile pour nous parce qu'on connaît, mais pour les gens qui connaissent pas, comme les ricains par exemple. Eh ben non, justement, parce qu'il n'y a pas besoin, je trouve, quand ça démarre vraiment, bah finalement, le résumé sert pas à grand chose. Et il y a un personnage assez insupportable qui est central. J'espère qu'on le verra pas beaucoup. Bon, on verra, hein. C'est que le premier épisode. Faut lui laisser sa chance au produit, comme on dit. Est-ce que c'est le Namek qui pète ? Eh ben le Namek j'aime beaucoup par contre. C'était vraiment le de ouf et c'est le perso que j'ai hâte de voir en fait. Ouais, c'est le meilleur perso de ce début. C'est celui que j'arrête pas de dire, il est génial. Je pense que ça va être lui le méchant. Juste pour spéculer comme ça, je me dis, on revient dans une vibe Dragon Ball, il y a un Namek qui te rappelle de Piccolo Daimao, enfin je spécule déjà avant d'avoir vu, mais je le sens comme ça. Écoute, tu verras. Mais voilà, ce personnage, je l'aime beaucoup, les autres beaucoup moins, donc à voir, mais ce n'est que le début. Et toi, du coup, ta semaine, mon cher Kira ? Moi cette semaine j'ai joué un petit peu, pas énormément je veux dire, je continue un petit peu Zelda mais pas plus que ça. Je me suis fait quand même un petit peu de Helldivers 2, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des parties dessus, donc c'était très très cool. J'ai passé un super moment sur un event qui m'a permis de récupérer 105 médailles d'ailleurs, ce qui était plutôt cool, ouais, carrément. J'ai regardé la plateforme 1 et la plateforme 2. J'avais vu le 1 il y a longtemps et c'était très cool à revoir, et le 2 beaucoup également. Le 1, ouais. Ouais, le 2 aussi est très différent mais est vraiment sympa dans le genre parce que, encore une fois, le côté lutte des classes, le côté, est-ce que si tout le monde, on va dire, mange de façon égalitaire, tout le monde pourrait manger par exemple, et ben ça c'est quelque chose qui est très bien pensé. Ils ont retourné un peu la situation dans le second et ça m'a beaucoup plu, donc je le recommande, j'en profite. Et je me suis, une fois n'est pas coutume, j'ai fait un petit peu de Ghost Recon Wildlands, c'est-à-dire à chaque fois, j'ai des cycles comme ça. Quand j'ai pas la frite, je joue à Ghost Recon. Donc tu n'avais pas la frite. Ouais, donc j'avais pas trop la frite cette semaine, un peu fatigué on va dire. Est-ce que... ça je voulais en parler quand même, hein, parce que j'ai été bénévole au Geek Day tout le week-end, j'ai croisé 2-3 auditeurs qui sont venus me voir, des gens très sympas, ça m'a fait plaisir de vous voir en tout cas, et surtout j'ai travaillé avec des personnes adorables comme Pascal Chemin qui double Shepard justement dans Mass Effect, donc ça elle est vraiment très très cool, et Grégory Lenné également, qui lui est directeur en ce moment de la VF de la nouvelle série Ranma, que j'ai commencé, que j'ai beaucoup aimé également. J'aime beaucoup le style graphique. Est-ce que j'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques planches censurées par rapport à l'original, par rapport au manga. Bon, elle a perdu du bonnet, Ranma. Hein, je me suis dit que la version Disney de Ranma m'intéressait pas. J'ai les mangas, j'ai la série originale non censurée, ça me va très très bien. Et concrètement, les 2 premiers épisodes sont très bien, donc je te recommande quand même. Essaye, tu verras, c'est différent, c'est sympa. Ok. On a préparé quoi cette semaine ? Alors, cette semaine, on va parler de Dragon Ball, mais ni Sparking Zero, ni Daima, ni je ne sais quoi. On va parler de Kakarot. On va parler de la conférence Xbox qu'il y a eu cette semaine en catimini. Il y a eu une conférence Xbox ? Moi, je le savais pas. Il y a eu une conférence Xbox. Et enfin, tu vas nous parler d'autre chose que je tease exprès parce que voilà, je ne me souviens plus, mais ça va être très très bien. Donc un peu de teasing. Sinon, le test de la semaine, c'est un test d'horreur, The Casting of Frank Stone. Moi d'Halloween oblige. Voilà, on prépare un petit peu Halloween. Et enfin, une bande dessinée, Les Chroniques du monde d'Aria. Donc moi d'Halloween, pas oblige. Mais il y a des choses à dire, ça va être intéressant. Écoute, moi je propose d'embrayer directement sur la première news. Alors tu as oublié les 5 étoiles, mon cher Kira. Ah oui, c'est vrai, là c'est à mon tour. Donc vous pouvez... explique, tiens d'ailleurs, tu fais ton malin, vas-y. D'habitude c'est moi. Alors du coup, bon,
notre podcast, vous l'avez vu, il est gratuit. Mais le meilleur moyen de nous soutenir, c'est pas de nous donner de l'argent, c'est de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. Surtout qu'on n'accepterait pas l'argent. Ou en plus, ou de partager le podcast auprès de vos proches, etc. Mais en tout cas, c'est important, ça aide au référencement. Donc merci d'avance pour les 5 étoiles si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une session commentaires maintenant dans Spotify, donc j'ai pas encore trop regardé, mais ça existe, donc testez et dites-nous. Et aussi, retrouvez-nous sur les réseaux, sur le site web, il y a un formulaire pour nous contacter directement si ça vous branche. Donc latavernedugamer.fr. Et puis voilà. Du coup, maintenant, c'est parti pour la première news. Après ce faux départ, on y va. Après ce faux départ. Je vais faire une petite newsette, mais c'est plus la newsette du kiff, on va dire, car un jeu de Death Note, Killer Within, a été annoncé par le Taiwan Digital Game Rating Committee, qui est un organisme de certification à Taïwan. Donc ça serait un jeu développé par Bandai Namco et qui sortira sur PS4 et PS5. Donc pour l'instant, aucune sortie n'a été annoncée à part un 2025. Moi je spécule pour une présentation officielle lors du Jump Fiesta de décembre qui devrait arriver. Il n'y aura pas que du Dragon Ball, en gros. En termes de jeu, je vais spéculer encore, mais j'aime bien spéculer, ça peut être sympa. J'imagine un jeu un petit peu, tu vois, un visual novel à la Emio, que je testerai prochainement d'ailleurs en chronique, ou alors un petit jeu d'enquête-réflexion, tu sais, du style Ace Attorney ou le Professeur Layton. Moi, ça serait totalement mon kiff, en tout cas. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est une nouvelle qui suscite beaucoup d'enthousiasme chez moi. Je m'appelle pas Kira pour rien, en tout cas. Donc je voulais vous le partager. Eh ben écoute, merci pour ce partage, j'avais pas vu l'info passer. Donc jeu Death Note, moi je spécule que ce ne sera pas un FPS, je spécule que ce sera pas un jeu de bagnole, donc je vais te rejoindre sur en effet le visual novel, c'est ce qui paraît le plus logique, un jeu très axé sur les discussions, du coup les interactions, tout ça. À voir si on jouera des protagonismes du manga, du coup, Kira, Light... je sais pas qui, L, R, c'est loin pour moi. Ouais, WX. Non, mais après, excellent Death Note. Moi, j'aime beaucoup le manga, donc ça peut être sympa. Il y a un jeu de société aussi qu'on fait gagner pendant notre concours là. Si vous nous écoutez cette semaine à la sortie de l'épisode, il reste encore une semaine, et vous pouvez gagner un jeu de société Death Note. Donc voilà, qui est basé un petit peu là-dessus où il faut bluffer, il y a des rôles et tout, donc. Faut pas se faire démasquer. Je pense que le jeu vidéo peut être comme ça, du coup, Kira, tu vois, rester dans l'ombre, réussir à faire ses méfaits sans se faire découvrir. Exactement, et puis là on l'a vu, Emio s'est bien vendu. C'est vrai que les jeux comme ça, graphic novel, marchent beaucoup au Japon, parce que c'est des jeux que tu peux jouer facilement en métro, en train, ou des choses comme ça. Et ouais, après j'aurais aimé que ce soit sur une Switch, je t'avoue, ce genre de jeu j'aime bien les jouer sur Switch. Mais en tout cas, carrément, moi je suis chaud. Oui, il y a beaucoup d'adaptations en plus de manga, il y a du Fairy Tail, il y a du Eden Zero d'ailleurs, qu'il y a eu dans la conférence d'Xbox, donc ouais, c'est Sparking Zero, Naruto, enfin voilà, les mangas, on le vend en poupe en jeu vidéo. Et du coup, je peux enchaîner peut-être sur la conférence, puisque j'ai déjà commencé à en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Kira ? J'en pense que vas-y, je suis toute oui, je t'écoute attentivement. Alors oui, comme tu l'as dit en intro, en plus cette semaine il y a eu une conférence Xbox, mais sais-tu que cette semaine aussi il y a eu une nouvelle console Xbox qui est sortie le 15 octobre. Donc c'est là où la sortie dans le silence le plus accablant possible. Il y a la nouvelle série X sans lecteur, blanche, très jolie, qui est sortie donc sans lecteur, donc full démat, donc ça on n'aime pas, comme pour la PS5 Pro sans lecteur, ou enfin voilà, toutes les consoles sans lecteur on n'est pas fan. Petite aparté très rapide, cette console est sortie, mais vraiment encore une fois, moi j'ai rien vu passer, je suis tombé dessus par hasard l'info, et ils ont revu aussi un petit peu l'architecture, ils ont fait des gravures encore plus fines sur les composants, donc à 6 nanomètres là où c'était 7 avant, donc ça a l'intérêt de consommer un peu moins, d'être plus optimal pour la consommation, tout ça, comme Sony l'avait fait pour la PS5 Slim par exemple. Donc voilà, sachez-le, il y a cette console Xbox qui est sortie donc cette semaine, et en même temps, dans la semaine, il y a eu 2 événements Xbox, le deuxième étant le Xbox Partenaire Preview.
Donc une conférence de 25 minutes avec à peu près 15 jeux, je dirais. Est-ce que tu as pris le temps de la regarder, Kira, ou je crois pas, hein, tu m'avais dit que non. Alors, non, pas du tout. Je t'avoue, là en ce moment, j'ai un peu le mort contre Microsoft. Et du coup, je n'ai pas regardé la conférence, en fait. Bon, je le savais, je t'ai fait blablater pour compter le nombre de jeux qu'il y avait eu, et c'est 17 jeux en 25 minutes. En fait, moi, j'ai pas envie de cracher sur l'ambulance. En fait, j'ai pas aimé cette conférence. Défoncer sa race à l'ambulance. Mais non, j'ai pas aimé la conférence, mais en même temps parce qu'il y a fondamentalement aucun jeu qui m'intéresse. Donc ça aide pas à apprécier la conférence forcément. Toi, tu l'aurais vu, t'aurais apprécié. Ils ont beaucoup mis en avant ils ont commencé par ça, le DLC d'Alan Wake 2, donc The Lake House, la deuxième partie, qui sort le 22 octobre, en exclu pour les personnes qui ont eu l'édition deluxe du jeu. Donc c'est comme toi. Donc c'est la deuxième partie de la première extension. C'est magnifique, les jeux de lumière sont somptueux, l'ambiance est magnifique. Donc ils ont commencé la conf comme ça. Et ça, franchement, ok, c'est pas mal. C'était un très bon début, je trouve. Ensuite, deuxième grosse annonce, il y a eu Chronos The New Dawn. Est-ce que tu as vu ce jeu passer peut-être sur les réseaux? C'est le jeu de la Bloober Team, ceux qui ont fait Silent Hill, ceux qui ont fait The Medium. Oui. C'est un jeu d'horreur où tu joues un mec dans un scaphandre. Belle ambiance, c'est prometteur. Il a un bras mécanique aussi, il peut faire plein de choses avec son petit bras mécanique. Donc ça sort en 2025 sur PC, Xbox. Les images que j'ai vues m'ont pas mal intrigué, je t'avoue. Ouais, c'est voilà, le mot, j'allais le prononcer, intriguant. C'est intriguant. Ouais, c'est intriguant. Après, moi, je suis pas un fanat de jeux d'horreur, j'aime surtout Resident Evil et Silent Hill, mais pour toi, je me dis que ça te fera un bon jeu pour toi, parce que ça me fait beaucoup penser à The Callisto Protocol dans ce que le jeu propose en termes, dans l'ambiance, en termes de caméra, de lourdeur de personnages et tout, donc c'est plutôt ta cam. C'est mon délire, tout à fait. Ensuite, il y a pas mal de jeux de nouvelles IP, donc je vais pas il y a eu une 17 jeux, je vais pas passer sur tous les jeux, mais il y a eu de l'indé avec un jeu de vélo un peu bizarre, un peu chelou. Il y a eu Miss Fall Hunter, une sorte de jeu Dark Fantasy un peu sous-like, mais en multi. Donc prometteur sur l'ambiance, et j'aime bien le côté multi à voir. C'est original en tout cas dans ce style de jeu, oui. Ouais, il y a eu un jeu aussi, une sorte de Kena comme jeu PS5 là, Kena, mais j'ai pas retenu son nom parce que c'était Kena mais en moche, c'est ce que j'ai marqué sur mes notes. Donc c'était pas incroyable. Il y a eu Wushang, un Sekiro-like. Mais en fait, Kira, je crois que j'en peux plus des jeux comme ça. J'adore Sekiro, mais les Souls-like, les Sekiro-like, en fait, on est en train de s'en manger tellement. Ça rappelle l'époque, tu sais, où on s'est bouffé des open world à tir-larigot ou des light RPG à la The Witcher ou à la Assassin's Creed. Enfin, oui, la sombre époque des light RPG, je t'avoue, j'en avais un peu marre. Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans le light Sekiro, Souls-like, et en fait, j'arrive même plus à les regarder. Si ça se trouve, il sera très bien, mais j'ai du mal, j'arrive pas à me projeter. Et il y a eu aussi, sinon, comme grosse annonce du Yakuza, mais on avait déjà vu, c'était le Pirate Yakuza in Hawaii. Donc je pense que ça, c'est pour toi, hein, c'est le 21 février. C'est déjà précommandé et tout, forcément. Ça va être complètement débile et différent, donc oui. Il y a Subnautica 2. Bon, moi le 1 c'est. J'ai pas aimé, donc le 2 je vais pas le faire. Ouais, voilà, tu vois, il y a eu un jeu que tu vas beaucoup aimer, que tu attends, je le sais. Il y a pas de date précise, c'est 2025, mais c'est Mouse. Tu sais, le FPS en noir et blanc à la mode. Ça c'est pour toi aussi. J'ai pensé à toi quand. Ouais. J'ai vraiment très très hâte de le faire. Et enfin. Il y a eu d'autres choses, mais je vous dis, moi, franchement, c'était pas la conf de l'année. Il y a eu Eden Zero, donc par le créateur de Fairy Tail, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a eu Phantasmaphobia, un jeu ancien de coop d'horreur qui est très très bien, mais qui est ancien. Il sort le 29 octobre sur Xbox et dans le Game Pass. Donc c'est très sympa à faire en multi, entre amis, si vous aimez. Mais surtout, la seule annonce que je retiens, c'est FBC Firebreak, donc un jeu... un FPS dans l'univers de Control. C'est pas Control, mais c'est dans l'univers de Control, en mode FPS et en multijoueur. Et c'est ce que je discutais un petit peu sur les réseaux avec différentes personnes, où je trouve que la proposition est hyper intéressante, parce que Control, c'est un vrai délire, c'est les jeux Remedy, donc Alan Wake, Control, tout ça. C'est la pierre angulaire de leur univers. Ouais, et... je pense que c'est un studio qui est capable de révolutionner ce genre du FPS qu'on connaît vraiment très bien aujourd'hui.
on n'a pas tout vu, mais bon, presque, où on est dans une ère du multijoueur assez générique sur le FPS. On peut parler de Concorde qui s'est planté, de jeux un peu dans ce style-là. Et ben là, je pense que Remedy peut changer les choses. Donc ce jeu-là est le seul de toute la ribambelle qu'il y a eu qui peut m'intéresser à jouer et qui a vraiment un intérêt parce qu'on l'avait pas vu, c'est une découverte, c'est une nouvelle IP, c'est Remedy, et ben ça c'est cool. Moi j'étais content de voir cette annonce-là. Bah surtout qu'en plus, Alan Wake, malgré le succès critique, n'a pas eu un succès public escompté, c'est pour ça qu'ils le sortent aussi en boîte maintenant. À mon avis, un peu trop cher, je t'avoue, sortir le jeu 80 balles un an après, c'est beaucoup quand même, mais bon, ça a le mérite de sortir en version boîte, et je pense que c'est intéressant pour eux de sortir un FPS tendance multijoueur dans leur univers, en fait, ça leur permettrait peut-être de se faire de l'argent facile, on va dire, si le jeu est bien. Le truc, c'est qu'on voit ce que ça donne avec les derniers FPS multijoueurs qui sont sortis, donc tu parlais de Concorde tout à l'heure, qui s'est lamentablement craché, et c'est pas le seul, et c'est vrai que bah, ça fait peur quand même, hein. Après, le design a l'air sympa, l'ambiance a l'air cool, hein. Je dis pas, moi ça me tente complètement, parce que l'ambiance contrôle, encore une fois, c'est totalement ma cam, mais bon, voilà, c'est opportuniste, je trouve, malgré tout, et un peu risqué. Et je me dis que l'univers Control, j'ai beaucoup aimé, même si Control est un jeu perfectible, mais l'univers, par contre, c'est intestable. Donc voilà, en gros, la conférence, encore une fois, je veux pas trop critiquer, mais moi j'ai trouvé ça assez naze, mais parce qu'encore une fois, il y a rien qui me parle. Pour certains, voilà, toi, je pense que tu aurais été content de voir du Alan Wake, du Chrono the New Dawn, du Yakuza, du Mouse. Tu aurais trouvé ton compte. Moi, dans tout ça, en tout cas, il y a rien. Je joue à rien dans tout ça. En fait, il y a rien que je vais faire. Parce que là, en ce moment, Microsoft a rien à montrer, malgré qu'ils aient plein de jeux qui sortent, mais tous leurs jeux ont été décalés à l'année prochaine. Et à part le gros indie, à moins qu'ils me fassent un focus sur l'Indiana Jones qui arrive dans un mois, j'ai vraiment rien qui m'intéresse. Je suis plus abonné au Game Pass parce que je ne m'y trouve plus dans la façon de consommer le jeu vidéo. Maintenant, quand j'achète un jeu, je l'achète, et ce que je vais faire, c'est pour ça que mes tests vont être plus longs à sortir aussi. Je prends le temps de les faire et de les savourer. Et c'est vrai que quand je vois ce que propose Microsoft en ce moment, je trouve que le rapport investissement-plaisir n'est plus là, en fait. Donc j'ai craqué pour mon collector d'indie, ça je sais que je vais pas regretter, parce qu'au pire si le jeu est nul, l'objet est joli. Mais ça n'empêche que voilà, ma méthode de consommation change, parce que j'arrive un peu à l'overdose de l'excès de jeux vidéo. J'ai un backlog qui dégueule, j'ai des jeux que j'ai pas le temps de faire, et ça me peine, franchement. Surtout que ça coûte de l'argent aussi, il faut dire. Donc c'est pour ça que moi, la conférence Microsoft, sachant qu'ils allaient tourner ça en plus autour du Game Pass, je me suis dit c'est sans moi. C'est pour ça que j'ai un peu le mort contre eux en ce moment. Ils ont créé un modèle économique, mais il est pas assumé derrière, et moi je suis plus la cible. Écoute, je peux que te donner raison, parce que finalement t'évolues sur un mode de consommation un peu comme le mien, où moi j'arrête, tu vois, le Day One, je prends le temps de faire mes jeux, j'en fais un ou deux en même temps. Enfin voilà, je pense qu'on consomme de plus en plus le jeu vidéo ensemble, enfin de la même façon. Et oui, enfin voilà, les abonnements, moi c'est pas ma cam. J'ai un peu stoppé. Je préfère acheter mon jeu dans mon magasin du coin et me faire plaisir. Bon allez, parle-nous de Kakarot. À défaut de parler de Dragon Ball Sparking Zero, d'ailleurs, que je ne testerai pas parce que le jeu est nul, mais parce que je me suis battu avec Amazon qui est censé m'avoir livré mon jeu que je n'ai pas reçu, et le jeu est en rupture partout, donc du coup je suis frustré, donc je vais attendre une baisse de prix, tant pis. Mais j'avais envie de parler de Dragon Ball quand même, donc je vais parler de Dragon Ball Kakarot qui annonce un nouveau DLC, donc centré sur Dragon Ball Daima. Alors le nouveau DLC est intitulé Adventure Through the Demon Realm. Voilà, c'est dégueulasse, je sais. Partie 1, ça j'y arrive quand même. C'est basé donc sur la nouvelle série animée Dragon Ball Daima. Donc ce DLC promet d'immerger les joueurs dans le monde démoniaque. Donc on va suivre Goku qui a été rajeuni, on va dire, avec ses amis, donc à la recherche de quelque chose dans ce monde démoniaque. Le monde démoniaque quand même qui a été teasé à l'époque de Boo avec Dabra, un de tes personnages préférés, il y a plus de 20 ans, et qui est à peine maintenant exploré dans cet univers. Et ça se passe donc avant Dragon Ball Super. Je voulais en profiter parce que moi j'attends forcément ce DLC, mais surtout c'est pour faire un petit point sur les DLC qui sont déjà sortis, parce que Dragon Ball Kakarot c'est sorti il y a 4 ans je crois,
Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sortent des DLC tous les ans. Le jeu continue à vivre. Donc, on avait eu le fameux A New Power Awakens, partie 1 et 2, donc, qui introduisait les transformations de Goku et Vegeta en Super Saiyan God et Super Saiyan Blue, ainsi que les combats contre Beerus et Golden Freezer. Juste derrière, on a eu The Warrior of Hope, donc l'histoire de Trunks, donc qui raconte Trunks du futur, d'accord. Ensuite, on a eu Bardock, donc qui raconte l'histoire du père de Sangoku et qui adapte le premier OAV qui est sorti donc sur ce personnage. On a eu le 23e Budokai Tenkaichi, donc qui revient sur le fameux tournoi où Goku adolescent se bat contre Piccolo Junior, donc ça c'est un passage qui est très cool. Et on a eu aussi le fameux Goku Next Journey qui dépeint le combat final de Goku contre Oob, tu sais, la réincarnation de Majin Buu. Ouais. Et au final, quand tu regardes Dragon Ball Kakarot, ça reprend vraiment quasiment tout, de Dragon Ball Piccolo Junior jusqu'à là, du coup, Dragon Ball Daima. On n'a pas encore de tournoi du pouvoir, mais à mon avis, je pense que ça devrait arriver. Et surtout, le jeu a quand même connu un très gros succès commercial, car il s'est vendu avec quasiment 5 millions d'exemplaires, quand même. Donc mine de rien, ça prouve que le jeu est quand même qui est encore plébiscité, il est encore attractif. J'ai même craqué 10 balles pour avoir les musiques de l'animé. Et moi ça me fait plaisir parce qu'un RPG Dragon Ball c'est quand même très casse-gueule et je trouve que malgré ses défauts, ils ont réussi vraiment à faire quelque chose de sympa. Donc je le testerai peut-être en chronique rétro. On peut dire que c'est du rétro maintenant, non ? Oui, un rétro, en tout cas, c'est pas de toute jeunesse, mais ce sera un test intéressant. C'est un jeu de simulation d'attrape-bouboule dans le ciel jaune. Voilà, donc, des patounes, comme dirait le joueur du grenier. On attrape des patounes. On attrape des petites patounes dans le ciel. Donc ouais, c'est comme dans le manga. C'est vrai que dans toutes les cases du manga, il y a des petites bulles dans le ciel. Non, je plaisante, je troll un petit peu. Mais tu vas faire plaisir à nos auditeurs qui est fan de Kakarot et qui me tanne, je crois, toutes les semaines pour que je fasse Kakarot. Mais moi, je refuse de payer pour des musiques, comme tu l'as fait, des musiques d'animé. Et en même temps, je conçois pas de jouer au jeu sans les musiques. Donc tu vois, je suis dans une sorte de petit problème psychologique avec moi-même. Mais je pense que j'aimerais Kakarot, un peu moins Sparking Zero, parce que je suis pas trop jeu de combat. Mais Kakarot, c'est un jeu qui potentiellement, je pense qu'il peut me plaire. Mais payer pour des musiques, je suis pas d'accord avec ce modèle éco. Donc voilà, mais sinon, a priori, c'est un excellent jeu. Donc si tu peux nous faire un petit topo quand on aura fait les DLC, ça peut être très cool. Alors le truc par contre, c'est si tu veux jouer à Kakarot avec les musiques, je crois que si tu achètes l'édition Deluxe qui en vendent partout avec les DLC, je crois qu'ils ont fourni les musiques avec. Tu crois ? Ouais, je regarde sur les boîtes, mais je crois que c'est précisé avec les musiques de l'animé. Faudrait être sûr, mais ça te permettrait de jouer avec les musiques directes. Je te dirai. Ainsi se termine la partie news. Donc du coup, on va passer sur la partie test, donc c'est moi qui m'y colle cette semaine. Ça sera The Casting of Frank Stone, donc le jeu dans l'univers de Dead by Daylight. Ouais, t'as vu, hein, je speak very well English dernièrement, je m'améliore beaucoup, je regarde des films en VO et tout. Enfin, t'écoutes la BBC, quoi. J'écoute la BBC, enfin voilà. Quoi. Tu lis le Time Magazine. Je suis déjà quasiment devenu 100% bilingue. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, en tout cas, je m'améliore doucement. Bravo. Je vous ai choisi une petite musique d'ambiance histoire de. Mettez-vous dans le noir, une petite musique, pas de musique, vous m'écoutez moi bien sûr. Mettez-vous dans le noir avec un petit halo lumineux pour avoir une ambiance un petit peu ténébreuse. Et c'est parti. Le 3 septembre 2024, développé par Supermassive Games, donc un studio que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà testé plusieurs jeux d'ailleurs. J'ai fait le dernier Dark Picture de mémoire, The Quarry, que j'avais fait pour la taverne. Il est édité par Biennévour, donc c'est assez compliqué à dire, Interactive, qui est l'éditeur donc de Dead by Daylight. Le jeu est donc disponible entre 39 et 49,99 selon l'édition que vous allez prendre, et l'édition physique arrive au mois de décembre. Donc tu l'as fait en démat. Ah, tu l'as fait en démat. T'as acheté un jeu en démat, Kira. Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh ben, en fait, il se trouve que j'avais 30 balles sur ma console. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, c'est l'occasion, il était pas cher, donc... Très bon argument. Voilà. Disons que d'habitude, quand j'ai des sous, je les garde pour les DLC sur la console, mais là, comme le jeu était pas encore sorti et que j'avais vraiment envie de le faire, je dis, fuck, comment dire.
Par contre, je me refuse à mettre plus de 50 € dans un jeu en démat, faut pas déconner. The Casting of Frank Stone se déroule dans la ville fictive de Cedar Hills, marquée à jamais par les actions violentes du fameux Frank Stone. Un groupe de jeunes amis découvre bientôt les conséquences de l'héritage terrifiant de Stone, qui a laissé une empreinte profonde et indélébile sur la famille et sur les générations. Le jeu se déroule sur 3 périodes distinctes, chacune apportant une perspective différente à l'histoire. Donc je vais essayer de détailler ces 3 périodes, et surtout je vais éviter tout spoiler, parce qu'encore une fois c'est un jeu narratif à ambiance, et les twists font partie du jeu, donc je vais vraiment me contenter du strict minimum. Ok. L'histoire commence à la fin des années 60 où un policier local nommé Sam affronte le tueur en série Frank Stone. Sam tente désespérément d'empêcher ce fameux tueur d'effectuer un sacrifice rituel sur un enfant. Ensuite, nous avons la deuxième période qui se situe dans les années 80, après la mort de Frank Stone. Alors, c'est pas un spoil, c'est le pitch du jeu, clairement. La petite ville de Cedar Hills est encore hantée par ses actions et un groupe de jeunes décide de réaliser un film dans la fameuse scierie où il y a eu cette tentative, on va dire, ou ce sacrifice rituel, en fonction des choix que vous allez faire, bien sûr. Et il décide de s'inspirer des faits de l'époque. Et la dernière et troisième période se déroule en 2024. Les événements passés continuent de résonner dans le présent et un nouveau groupe de personnages découvre les sombres secrets qui entourent la conception de ce film. Donc ces 3 époques permettent de tisser une histoire riche et complexe car on alterne entre celles-ci et chaque période révèle de nouveaux éléments sur le mystère donc entourant Frank Stone, ses actes, mais surtout permettent d'avancer aussi sur une autre époque, tu vois. Les 3 sont embriqués on passe d'une scène dans les années 80, une scène en 2024, des fois on peut revenir en 1960. Ok, elles s'entrecroisent. Okay. Voilà, ça s'entrecroise et ça s'entremêle. Ok, intéressant. En fait, la formule Supermassive Game a un peu changé. D'habitude, quand on joue un jeu Supermassive Game, on va avoir plusieurs chapitres et chaque chapitre est entrecoupé par un narrateur. Donc ça peut être la bohémienne qu'on va retrouver dans The Quarry, ça peut être le psy qu'on va retrouver dans Until Dawn par exemple, et qui nous expliquait en fait nos actions, ce que ça allait entraîner ou les choses là. Là, il n'y a pas ça du tout, et en fait, c'est pour ça qu'ils ont décidé, on va dire, d'avoir un système morcelé comme ça, c'est-à-dire entre chaque chapitre des années 80, on va se retrouver donc en 2024 où on va voir directement les conséquences de ce qui s'est passé en 80. Donc au lieu d'avoir un narrateur qui va nous raconter ces conséquences, on va les vivre mais avec d'autres personnages. Ouais, et ça, c'est un très bon point parce que ça permet vraiment de se sentir quand même plus investi et il y a moins ce côté, ce côté on te raconte une histoire. On a plus, c'est plus immersif. Histoire. Ouais, voilà. Exactement. Le gameplay est une combinaison de choix narratifs et de séquences d'action classiques. Les joueurs doivent prendre des décisions cruciales qui influencent le déroulement de l'histoire et du destin des personnages. Les mécaniques de jeu rappellent celles donc de la saga Dark Pictures, Until Dawn du studio. Il y a des moments de tension, certains choix qui va permettre de changer le destin de certains personnages, ou même ça peut changer aussi certains pans de jeu. Je l'ai fait 2 fois, donc j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Chaque époque offre des environnements très divers et des énigmes qui sont en lien à leur propre période respective. Du coup, ça nous laisse le choix de naviguer donc à travers ces énigmes. Il y a aussi des séquences de poursuite, par exemple, des moments de réflexion et d'interaction et d'objets, mais tout en gardant à l'esprit dans l'époque à laquelle on se trouve en fait. Dans ce genre de jeu, on a aussi du classique collectible à récupérer, donc ça c'est tout à fait ton style de truc en fait. Donc on va retrouver des poupées à l'effigie des tueurs de Dead by Daylight, donc ça c'est plutôt marrant. Avec sympa, le petit clin d'œil. Voilà, un petit clin d'œil sympatoche avec une petite bio qui raconte un petit peu l'histoire de ce tueur-là. On va retrouver également des petites pièces en argent qui représentent chaque séquence, c'est-à-dire à chaque séquence, il y a une pièce en argent qui est cachée, et cette pièce-là, en fait, va nous donner des informations spécifiques sur les lieux où on se trouve. Donc on a un peu l'impression d'assister à un making-of dans le jeu, et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi qui suis pas adepte de la complétionniste, en fait, complétionniste, enfin je sais pas, j'arrive plus à parler. Moi qui aime pas collectionner les trucs, et bah du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose, de m'y intéresser malgré tout. Oui, parce que tu étoffes un peu le lore d'un jeu déjà qu'on aime beaucoup, donc Dead by Daylight, et puis d'une façon un petit peu ludique et tout. Donc moi, c'est le genre pareil de collectible que j'aime bien parce que ça permet de détendre un peu l'univers, tu vois.
C'est ça, et puis encore une fois, c'est ludique, parce qu'on n'a pas allé dans les menus pour avoir ces choses-là, c'est vraiment, tu vas trouver le truc, tu vas avoir une petite histoire qui va être racontée, et c'est à toi, si t'as envie de l'écouter ou non, en fait. Ouais, sympa. Pas trop intrusif. Les personnages sont assez développés, même si nous sommes quand même à 1000 bornes d'un Détroit Become Human, hein, ça là-dessus, il n'y a pas de débat. Chacun a une histoire et des motivations propres. Le jeu explore des thèmes comme la culpabilité, la rédemption, l'héritage. On a des doublages VF de très bonne qualité, ce qui donne vie à des personnages moins stéréotypés qu'il n'y paraît, et ça rend chaque interaction assez authentique. De plus, les protagonistes sont confrontés à des choix moraux et des situations de vie ou de mort, notamment dans les 7 derniers chapitres. Ouais, surtout. Disons que mon premier run, ils sont tous morts. Ah bravo. J'ai buté tout le monde dans les 2 derniers chapitres sur des erreurs de QTE, sur des mauvais choix, mais vraiment, c'est arrivé, je m'y attendais pas, tu vois. D'habitude, t'as toujours ce petit moment où tu dis, putain, si là je me chie, je vais crever. Non, c'est vraiment, je suis arrivé, j'ai fait oh la vache, je m'y attendais pas. Donc là pour le coup, je t'avoue, je l'avais un peu mauvaise. Moi qui ai l'habitude de ce genre de jeu là, finir le jeu une première fois avec 0 survivant, bon, je me suis senti un peu souillé au fond de moi. Je comprends. Donc les relations évoluent aussi en fonction des choix du joueur, donc on peut envoyer chier un personnage pour avoir des conséquences différentes, ou au contraire on peut aller dans son sens, ce qui va ajouter une couche de réalisme bienvenue, mais aussi ça peut donner accès à d'autres lieux, d'autres endroits, où même peut-être un personnage peut refuser de te sauver parce que tu étais en enfoiré avec lui tout le temps, à un moment décisif, et vice versa. Donc ça aussi c'est réaliste, et au final c'est très fluide dans l'évolution des personnages, surtout que les personnages secondaires, bien que moins présents, on va dire que dans les autres jeux en fait du genre, jouent un rôle quand même crucial dans le développement de l'histoire, et même si certains sont très agaçants, par exemple, en creusant un petit peu, on peut comprendre pourquoi ils sont comme ça. Après, il y a des personnages qu'on déteste forcément, d'autres qu'on aime détester, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, les personnages ne vous laisseront pas indifférents. Malheureusement, le rythme du jeu est assez irrégulier. Ça démarre très fort, mais on se retrouve avec un ventre mou qui se laisse ressentir sur plusieurs chapitres. Mais quand le scénario commence à révéler ses secrets, là le jeu devient quand même plus intense. La transition entre les époques est fluide. Chaque période apporte son lot de mystères bien spécifiques. Et le fameux twist qui intervient à partir de l'épisode 7, on va dire, donc assez à la moitié du jeu, je l'avais pas vu venir, et au final j'ai trouvé ça vraiment très très cool, parce que ça fait un pont avec Dead by Daylight, ça explique pourquoi Dead by Daylight ressemble à ça, tu vois, dans le genre de jeu. C'est vrai que moi souvent je pestais un petit peu au début quand on jouait à Dead by Daylight, je me suis dit c'est dommage, toutes les zones ressemblent à des zones de paintball. Tu sais, t'as l'impression que ça a été posé de telle façon, surtout dans les premières zones, les nouvelles c'est moins le cas, mais ça a été posé de telle façon à ce que t'as l'impression que c'est des zones de jeu. Et moi quand je joue à un jeu, j'ai pas envie qu'on me dise que je joue à un jeu en fait. Là c'est expliqué en fait pourquoi ça ressemble à ça. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. Okay. Son scénario est l'un des points forts, donc l'histoire est riche en détails, en rebondissements. Il y a une narration non linéaire qui se dévoile progressivement, et ça c'est encore une fois un très gros point fort. Les 3 époques sont habilement interconnectées, chaque événement ayant des répercussions sur les autres périodes. C'était pour moi un des éléments marquants de Dead by Daylight, en fait, le fameux pourquoi du comment, ce que je disais tout à l'heure, et pour le coup le jeu répond vraiment à ça. Ça se passe comme une préquelle à Dead by Daylight aussi, ça j'ai oublié de l'aborder tout à l'heure. Donc avant, ok. Voilà, c'est ça. Donc, comme dans tout type de jeu comme ça, les choix ont des conséquences, les actions de Frank Stone ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît, certains twists aussi sont assez originaux, et la façon de raccrocher les ponts aussi est assez intéressante. Donc notamment par le scénario, mais également par le visuel. Certaines scènes sont mémorables, et le joueur est constamment incité à réfléchir sur les implications de leur choix pour reconstituer le pulse de l'histoire. Un personnage qui meurt en début de jeu, c'est tout un pan de jeu qui saute. C'est-à-dire le jeu, au lieu de faire 9-10 heures, ils vont en faire 4. Donc c'est pour ça que ça incite à rejouer, si tu veux, à avoir une rejouabilité qui est assez intéressante. Et en plus, donc il y a plusieurs fins, comme dans tous ces types de jeux-là, mais à la fin du jeu, tu vas débloquer en fait ce qu'on appelle la table de montage, qui va te permettre de retourner au point clé, et tu vas pouvoir reprendre à cet endroit-là pour faire des choix différents, ce qui te permettra d'avancer. Donc ça t'évite de recommencer le jeu. C'est un peu comme Détroit, sauf que tu sais, Détroit, en fait, tu voyais juste où il y avait les interconnexions. Ouais. Si tu voulais revenir en arrière, il fallait que tu recommences le jeu. D'embranchement. Ouais.
C'est ça. Là, c'est le même principe, sauf que là, en fait, c'est toi qui vas décider et te dire, tiens, je vais reprendre à cet endroit-là parce que j'ai fait ce choix-là. D'accord. Et finalement, je vais faire ce choix-là, en fait. Donc, ça t'évite de trop taper tout le jeu dès le début, mais surtout, ça te permet de faire plusieurs fois la même scène si t'as envie pour voir tous les embranchements différents. Bon, c'est pas mal, ça. Et ça, c'est très très cool. Dans l'édition de luxe à 49 balles, il est débloqué d'office, mais franchement, vous finissez une première fois et ça se débloque, ça sert à rien de payer plus cher pour 4 costumes et cette feature-là que vous pouvez avoir en jouant normalement, quoi. Donc ça permet de découvrir des nouvelles facettes de l'histoire sur les personnages également et surtout les différentes fins aussi. Le système de jeu c'est du classique, c'est du QTE qu'on va retrouver, donc le QTE appuyé sur croix à tel moment, triangle à tel moment, mais pas que. On va aussi retrouver les fameux QTE qu'on a dans le jeu pour pouvoir débloquer ces fameux moteurs. Ouais, ça va faire une espèce de petit rond avec une barre et il faut appuyer au bon moment sur la barre. Oui. Ça tu vas l'avoir plusieurs fois dans le jeu et tu vas aussi retrouver ces fameux générateurs. C'est-à-dire tout au long du jeu, t'en as plusieurs qui vont être cachés, donc t'en as 4, comme dans le jeu en fait, qui vont être cachés, et tu vas pouvoir faire des actions sur ces générateurs-là qui vont débloquer des nouvelles choses en fait. Donc pour le fan, c'est vraiment du fan service, mais du bon fan service, tu vois. C'est plutôt bien foutu. Ça allait être une de mes questions, puisque Dead by c'est un jeu multi où il y a un gameplay symétrique, un tueur et des survivants, et en effet il faut remettre en service des générateurs. Et je me demandais en termes de gameplay comment ils ont réussi à faire le lien entre Dead by et c'est ce jeu solo, ce jeu plus narratif. Et est-ce que parfois on est amené à jouer le méchant aussi, comme on le fait dans Dead by, ou pas du tout ? Alors non, pas du tout. On est vraiment la proie, on va dire, du méchant, des méchants, peu importe en fait. Le truc, c'est que comme ça se place en préquel, si tu veux, on va pas tout de suite retrouver un monstre comme dans Dead by Daylight, tu vois. Disons que ça va être les conséquences. C'est un peu la choix. naissance, ouais, ok, je vois ce que c'est la naissance du truc, c'est la conséquence de nos choix qui va créer Dead by Daylight. Très intéressant. C'est ça qui est bien parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a participé à la création de ce jeu. Et je trouve que Supermassive Games, même si c'est pas leur meilleur jeu, loin de là, ils ont réussi à faire, on sent qu'ils étaient fans, ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent en fait et d'impliquer les joueurs sur du multijoueur derrière. Et au final, c'est ce qui est demandé dans ce genre d'expérience. Oui, j'aime bien cette idée. Surtout que les deux jeux explorent des termes quand même assez communs. Donc il y a la survie, bien sûr, la peur, le suspense, on le sait quand on joue à Dead by Daylight. Il y a des éléments donc comme les générateurs, mais on va retrouver aussi des musiques, des bruitages en fait qui sont qui peuvent arriver à certains moments, qui vont nous rappeler le jeu. On va avoir dans le ciel, tu sais, des fois il y a un éclair dans le ciel et on va avoir ces espèces de grandes pattes d'araignée en fait, comme si quelque chose arrivait en fait. Donc il y a des choses plus accurées encore, mais je préfère pas le dire parce que ça fait partie de la surprise. Bien sûr. Je vais conclure là, ça va être rapide. Au niveau des plus, moi j'ai noté l'univers, le pourquoi du comment qui est quand même très très cool. J'ai beaucoup aimé les personnages de 2024. Les personnages étaient très intéressants et bien développés. Un que j'ai détesté, j'étais vraiment très content de le voir. Tu l'as laissé mourir, ouais. Ça m'a beaucoup plu. Ah ouais, non, mais vraiment, un petit côté sadique. Malgré que ça soit pas la trame la plus importante, celle de 2024, la trame la plus intéressante, c'est celle de 1984. Mais là, les personnages, on se retrouve sur des ados un peu tête à claque. Et donc, du coup, c'est pareil, on est content de les voir mourir quand ils meurent. Les différentes fins qui font le lien avec Dead by Daylight, quelle que soit la fin, on se retrouve vers un plan iconique du jeu que je ne spoilerai pas. Le prix, franchement, ça le fait. 39,99 pour ce type d'expérience, c'est pas plus, c'est très bien. Si vous pouvez même l'avoir en promo, allez-y, mais en tout cas, voilà, pour le prix, ça vaut son café. Au niveau des moins, 7 heures de jeu, j'ai trouvé ça un poil court. Pour ce genre d'expérience narrative, c'est suffisant, c'est vrai, mais en fait, c'est assez bizarre comme le rythme est un peu mal foutu. Je me suis retrouvé avec un début où ça envoyait de la bûchette, j'étais chaud. J'ai eu 2-3 chapitres un peu plus mous, je me suis dit c'est un peu longué, mais quand ça s'est lancé, je me suis dit oh merde, c'est déjà fini, tu vois. Donc c'est le rythme en dents de scie en tout cas, voilà. Il y a très peu de difficultés dans les QTE, donc je l'ai fait en difficile la deuxième fois, même si je suis mort la première fois. Certains QTE sont vraiment très très faciles. Et dans les moins, je marque quand même que c'est réservé aux fans. Les gens qui n'ont pas joué à Dead by Daylight vont passer à côté de beaucoup de choses. Donc je le recommande vraiment aux gens qui ont joué à Dead by Daylight ou qui comptent jouer à Dead by Daylight. Mais si ça vous intéresse pas, je pense que c'est une bonne histoire, mais vous allez quand même passer à côté de l'essentiel. Ma petite conclusion pour terminer, ça va être rapide. The Casting of Frankstone est un jeu réussi, bien que mineur, dans la ludothèque de Supermassive Games. Le jeu est moins bon que les Dark Pictures ou The Quarry, mais les joueurs fans du studio comme moi, ou de l'univers comme moi également, y trouveront leur compte. Le gameplay reste dans les sentiers balisés du studio. La caractérisation des personnages peut être assez quelconque, mais reste malgré tout
attachante et le scénario est suffisamment bien ficelé. Certains rebondissements font vraiment plaisir en fait. Les différentes fins ajoutent quand même pas du potentiel, mais ajoute une couche de plaisir supplémentaire, et la fameuse table de montage, que je trouve est une excellente idée qu'on devrait avoir plus souvent dans ce genre de jeu. Donc je vous le recommande, c'était trop cool. Eh ben écoute, moi ça me fait très envie, pourtant c'est pas trop mon style de jeu, mais comme j'adore Dead by Daylight et j'aime bien l'idée d'avoir inscrit ce jeu comme un préquel, comme la jeunesse finalement de ce jeu multijoueur, parce que ça peut être un des défauts de Dead by Daylight, c'est de manquer de consistance d'un point de vue histoire. Donc je trouve que ça tu vois, ça répond presque à un petit défaut qu'a le jeu original, et je trouve ça très très original comme philosophie, c'est vraiment sympa. Surtout que c'était la meilleure idée, parce que ils ont créé un tueur qui n'est pas dans le jeu. Mais comme on se retrouve à l'origine de Dead by Daylight, en fait, ça peut expliquer les différents tueurs qu'on va avoir, les différentes incarnations. Et mieux, c'est vraiment le bon mood, parce que tu sais, Dead by Daylight fonctionne beaucoup en ce moment avec des DLC collab. Ils font énormément de collabs et c'est ce qui marche. Sauf qu'il y a un moment, les collabs, ça va bien s'arrêter quand même, parce que quand t'as tout fait, t'as tout fait. Et là, le fait de sortir des jeux comme ça, parce que comme le jeu s'est bien vendu, a priori, il y aura des suites, ils pourront créer de nouveaux antagonistes qui pourront revendre en plus dans leur jeu derrière, en fait. Donc ça reste un système de circuit qui est hyper pertinent, en tout cas, financièrement parlant. Ouais, c'est une très bonne idée. C'était donc mon test, disponible sur 360, non je vis pas dans le passé, disponible sur Série X, oui j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui, disponible sur Série X et sur PlayStation 5, et là on va attaquer ta petite chronique sur une bande dessinée qui a l'air toute choupette, si j'ai bien compris. Et qui s'appelle comment, Kira ? Je sais plus. Voilà, je m'en doutais. C'est les chroniques des mondes d'Aria, donc... Scénarisé. Ça n'a rien à voir avec Arya Stark, on est d'accord. Tu vas voir que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même intéressant. Il y a un lien très étroit avec le jeu vidéo. Donc vous allez voir comment. Donc à la scénario, c'est William Lafleur, d'après l'œuvre de Fibre Tigre. Donc c'est lui qui est très connu dans notre monde du jeu vidéo. Dessinateur Dario Talarico, et c'est édité chez Glénat. Donc j'ai chroniqué pas mal de bandes dessinées cette année, avec des belles surprises comme Pendragon, Kaya, Les larmes du yokai, etc. Mais c'est cette bande dessinée là que j'attendais. C'était ma sortie de l'année, parce que ça fait un moment que je suivais le projet, parce que j'ai un affect tout particulier avec le monde d'Aria, et c'est chose que je vais vous décrire, parce que comme tu le disais, ou comme au fil de la discussion je disais que ça avait un lien étroit avec le jeu vidéo, et c'est vrai. Avec la sphère du jeu vidéo, et notamment Twitch, on verra pourquoi. Et c'est un peu ce genre de bandes dessinées qui me font penser aux bandes dessinées de Kaamelott, tu sais, où ça propose une sorte d'univers étendu à ce monde d'Aria qui est très intéressant. Notre kiff à nous. Ouais, voilà, exactement ce que l'on aime. Donc, avant, petite interlude musicale, et on vous reprend là juste après. Avant de parler de la bande dessinée à proprement parler, donc j'ai dit 2 fois parler dans la même phrase si vous avez remarqué, d'abord parlons de ce jeu de rôle, parce que le monde d'Aria est un jeu de rôle, donc imaginé, écrit par Fibre Tigre, édité par sa société Eldercraft. Aria est d'ailleurs devenu le premier jeu de rôle français indépendant, et le deuxième plus gros succès de la plateforme Ulule. Donc il y a une énorme fanbase derrière ce monde d'Aria. Pourquoi est-ce que je le dis maintenant ? Je le décrivais normalement après, mais Aria, c'est aussi Game of Roll. Donc Game of Roll, c'est une émission dans laquelle il y a beaucoup de participants, notamment Mister MV, donc le vieux monsieur qui est très 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 connu, avec des millions de personnes qui le suivent, et il participait justement à cette table de jeu de rôle où le MJ était Fibre Tigre, et on suivait les aventures de ces personnages. Donc il y avait Daz, il y avait plusieurs personnes, Lydia, il y avait plusieurs joueurs sur plusieurs saisons d'ailleurs différentes, et on suivait leur pérégrination au gré
de ses émissions dans cet univers de jeux de rôle. Donc j'aime beaucoup ce concept de table de jeux de rôle filmé et diffusé en même temps sur Twitch. C'est toujours très très sympa. Et c'est ça qui a rendu, enfin c'est en partie ça, pas que, mais en partie ça qui a rendu le monde d'Aria si connu et qui est arrivé d'ailleurs jusqu'à moi. Donc tu vois, bon délire quand même, Kira, ce genre de petite... Ouais, bonne ambiance, c'était chaleureux, très très drôle de suivre ces personnages, et de toute façon les jeux de rôle c'est excellent. Et donc cet univers, donc c'est un univers de low fantasy, si on peut dire, donc un monde médiéval fantastique, mais qui s'approche, que je trouve assez contemporain, enfin plutôt assez moderne, mais il y a pas d'électricité, il y a pas de choses comme ça, et il y a quelques aspects magiques, mais tranquille, il y a pas énormément de magie, assez pour jeter un petit voile mystique sur cet univers. C'est ça que j'aime bien, la magie est assez discrète, on croise finalement dans cette aventure des gens assez quelconques comme vous et moi, c'est ça qui est rigolo, c'est un peu l'aventure de tout le monde, et parfois on va croiser une divinité cachée plus ou moins dangereuse ou espiègle, la magie elle est vraiment distillée de cette façon là, tu vois, assez de façon assez discrète, mais quand même qui apporte sa petite touche avec des objets magiques, ce genre de choses, donc ça j'aime beaucoup. Et Aria est la capitale de ce monde, donc c'est une très grande cité, la cité principale, mais il y a toutes sortes de lieux comme dans plein de jeux de rôle, hein. Il y a une cité plus orientale, portuaire, donc Alta Bianca, il y a Varna avec une magnifique académie, il y a Kniga, la cité des sciences, donc c'est un univers très riche que je trouve assez typé, enfin il a vraiment il a son cachet, il a son univers. Ouais, vraiment, il a son style, c'est ça où voilà le génie que je trouve chez Fibre Tigre, c'est qu'il a ce génie, il a réussi à créer une identité propre à son jeu de rôle. Et ce que j'aime par-dessus tout aussi dans cet univers, c'est que c'est un système de jeu qui encourage plutôt les interactions que les combats. On n'est pas sur du donjon et dragon avec quelque chose de très pointu. Le système de dés est très simplifié. Donc les jets de dés, hein, c'est ce qui fait foi dans les jeux de rôle. Là, c'est très simplifié dans ce jeu. Il y a beaucoup de caractéristiques psychologiques, plus que physiques. Finalement, c'est ceux qui le fameux mentir convaincre que l'on utilise beaucoup. Et voilà, c'est un jeu de rôle qui laisse beaucoup de liberté, et moi c'est ce que j'aime dans ces jeux de rôle qui ira un peu à la Vampire la Mascarade, hein, d'ailleurs, tu vois, où c'est très basé sur l'éloquence, la discussion, l'étiquette, le paraître, etc. Et de ça, Aria, moi c'est ce que j'aime dans cet univers. Et donc ce que je disais, c'est un univers déjà un petit peu tendu parce qu'il y a un jeu vidéo qui est en train d'arriver, où pareil, c'est l'idée de mettre un jeu de rôle en jeu vidéo. Donc j'ai pledge, c'était sur Ulule d'ailleurs, je crois aussi, le jeu vidéo. Donc j'attends ma version Switch, là une version alpha de Steam, sur Steam qui est sortie. Il y a des livres dont vous êtes le héros du monde d'Aria que j'ai aussi, donc tu vois, j'ai beaucoup pigeonné sur cette licence. Mais les livres dont vous êtes le héros, c'est excellent. Enfin, moi je sais pas si, moi j'adore. J'adorais ça quand j'étais gamin aussi, j'en lisais beaucoup. Instant Boomer. Ouais, exactement. Là, il y en a un dans le monde d'Aria, très belle édition. Il y a le jeu de rôle, bien évidemment, je viens d'en parler. Il y a l'émission sur Twitch Game of Roll, donc je vous recommande les replays, les podcasts, c'est très très sympa. Et même Fibre Tigre s'était lancé dans le jeu vidéo où il a participé au développement de son jeu qui s'appelle Out There, donc qui est pas dans l'univers d'Aria, qui est plus futuriste. Mais voilà, c'est à souligner. Donc quelqu'un, tu vois, qui est très prolifique. Pour moi, c'est un peu le Astier du jeu vidéo, du jeu de rôle. Tu vois, je retrouve chez lui. Ah oui, tu compares vraiment du gros là. Ah bah. Je sais que Fibre Tigre, je l'admire beaucoup pour sa créativité, tu vois, pour ce qu'il est. C'est un excellent MJ, sa bonhomie, il a du talent et tout. Donc c'est vrai que je dis souvent que c'est un peu le Astier. Il fait partie des créatifs français que j'aime beaucoup. Astier restera mon numéro 1, mais en 2, tu vois, il y a Fibre Tigre et j'aime beaucoup son univers. Donc la bande dessinée, parlons-en, et je vais en parler un petit peu rapidement parce que j'ai quand même pas mal présenté l'univers d'Aria. Mais j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est que le héros, c'est un fallacieux voleur. Et les voleurs dans les jeux de rôle, c'est quand même ceux qui sont souvent très marrants. Ça dépend des voleurs. J'ai eu des jeux de rôle où les voleurs étaient pas très doués, donc c'était très drôle, mais ça nous a quand même bien cassé les bonbons pendant certaines parties. Ouais, mais ils sont marrants, les voleurs. Et là, celui-ci se réveille dans une cage, mais il sait pas trop pourquoi il est dedans. Bon, est-ce qu'il bluffe ou pas, hein, les voleurs finissent souvent. Moi, je suis innocent, j'ai rien fait, monsieur l'agent. La BD commence comme ça, c'est exactement ça. Donc, forcément, notre petit ange dépourvu de tout vice réclame à tous les passants de le libérer, et arrive un monsieur mystérieux. Donc, c'est vraiment comme les vieux, c'est mystérieux, tu vas me dire, mais c'est comme dans tous les jeux de rôle, tu vois, c'est ce genre de petites apparitions qui font sourire. Donc, il y a un homme mystérieux qui arrive, qui lui propose son aide.
C'est un vieux. C'est un vieux. Et contre... les vieux, c'est mystérieux. C'est ce que je disais. Et contre sa libération, le service est tout simple, Kira, c'est empêcher l'apocalypse dans 13 jours. On va dire que ça met pas la pression d'emblée. Ça va. Et notre bon Jotin, il s'appelle Jotin, il accepte évidemment, parce que les vieux, franchement, on leur fait confiance tout de suite. Donc il accepte. En même temps, ce personnage très mystérieux lui confie une hache hurlante, une lanterne qui ne s'éteint jamais, une amulette qui pleure en sanglots si jamais on lui ment, un bocal où il y a une tempête dedans, enfin tout un tas d'attirails d'objets. Il leur fourguer toutes ces daubes en fait. Voilà, mais c'est très drôle. Mais c'est très, encore une fois, ça c'est très typé jeu de rôle et j'y reviendrai après. Mais qu'est-ce que fait tout bon voleur avec ce butin ? Il se dit, je vais aller vendre tout ça quand même pour me faire un petit peu d'argent, un petit peu de blé. Sauf que ces objets sont utiles à sa quête et là commence un peu du grand n'importe quoi, mais c'est normal, c'est un jeu de rôle en bande dessinée, donc c'est très drôle, c'est assez cocasse, surtout que notre voleur, même s'il s'en fout de sa quête, finit quand même par lui rattraper, il doit sauver le monde en 13 jours. Donc un pitch que je trouve super efficace, c'est il faut pas s'attendre à un roman graphique d'une forte intensité, quelque chose de très épique. On est plutôt dans la légèreté, c'est drôle, c'est inattendu, c'est très amusant, et finalement, moi, je sais pas. On a tous les deux un peu le même vécu en jeu de rôle puisqu'on a souvent joué ensemble. Mais c'est des fois dans les situations les moins épiques qu'on s'amuse le plus dans le jeu vidéo. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans le jeu de rôle, et c'est ça que j'ai retrouvé avec cette bande dessinée. Ça fonctionne très très bien. En tout cas, dit comme ça, c'est prometteur. Ouais, c'est prometteur. Et en plus, toi qui aimes les jeux de rôle, on est le public. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que cette composante. Donc JDR façonne une partie de l'identité de cette bande dessinée. Ils ont réussi à retranscrire le JDR en bande dessinée, un peu comme, tu sais, Kira, le film Donjons et Dragons qu'on a beaucoup aimé tous les deux. D'ailleurs, c'est un voleur aussi, le héros. Et en fait, on retrouve ça quand je lisais cette BD ou quand je regarde Donjons et Dragons le film, on voit sous nos yeux une partie de jeu de rôle se dérouler. Et ça, tu vois, tu vis la même chose avec cette bande dessinée parce que il y a quelques aspects scénaristiques qui ont été bien sentis. Donc déjà, c'est tout ce qui est inattendu. Un jeu de rôle, quand on y joue entre amis avec un MJ, c'est toujours inattendu parce que finalement, les joueurs ils font n'importe quoi. C'est souvent comme ça. Enfin, c'était le cas avec nous. Et on s'adapte. Là, voilà, la bande dessinée donne des situations comme ça un peu incongrues. Enfin, ça fait tout le sel du jeu de rôle et de la bande dessinée. La résolution des actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que quand on veut faire quelque chose dans un jeu de rôle, on lance des dés, on peut faire des échecs ou des succès critiques l'un comme l'autre. Et dans cette bande dessinée, tu as un petit peu ça. Genre ton héros, il va tirer à l'arc sur un mec à bout portant, sauf qu'il va le rater. Et là, tu sais que dans ta tête, c'est un jeu de rôle un jet de dés qui est foiré. Et ça, c'est hyper rigolo. Ou à contrario, un petit dialogue en mode bluff, qui a aucune chance de passer, mais là tu sais pas pourquoi le mec dit ok, ouais, vas-y passe, tu vois, genre de délire. C'est ça qui est bien justement dans les jeux de rôle où des fois tout est contre toi, mais en fait t'y arrives, genre vous avez 4% pour y arriver, t'y arrives et là t'es content. Et je te jure, j'avais l'impression de voir ça sous mes yeux en bande dessinée, c'est très rigolo. Et l'importance du stuff aussi dans les jeux de rôle, c'est ça qu'on aime bien, c'est amasser du stuff, avoir des objets magiques et tout, donc j'en dirais pas trop, mais il y a une composante, une importance aussi aux objets magiques qui sont très bien retranscrites et qui apportent vraiment du corps à la bande dessinée. Donc il en ressort que cette bande dessinée est une parfaite adaptation d'un jeu de rôle, un bel hommage, puisque en plus cet univers est né de ce jeu, de ce média, et la BD arrive à retranscrire ça. Et franchement, c'est assez inédit pour moi, qui suis rôliste, d'arriver, tu vois, à ressentir ça en lisant une BD. Et on sent bien cette volonté de calquer avec les aléas d'une partie, avec l'inattendu, avec l'aléatoire. En fait, c'est une BD aléatoire, si je puis dire, tu vois, et c'est vraiment très très cocasse. Oui, t'as un côté très, ou pas ça part dans tous les sens, mais justement t'as un côté comme si c'était des vrais joueurs en fait qui jouaient leur partie, mais remis en image, quoi. Exactement. Et avant de conclure, pour le dessin, c'est très joli, c'est bien dessiné, j'avais pas de grief particulier, pas de choses à dire, c'est très agréable à lire, c'est fluide, on comprend bien l'action et tout, vraiment c'est bien. Et j'ai beaucoup aimé la fin, aux dernières pages de la bande dessinée, ils ont mis
un bonus avec la fiche de personnage en jeu de rôle du héros que l'on suit, avec ses caractéristiques, ses compétences et tout. Et ça, c'est vraiment extrêmement rigolo. Comme une fiche de personnage, tu sais, qu'aurait un MJ avec le déroulé des actions, avec ses caractéristiques. Franchement, un super clin d'œil. Et si, comme moi, vous avez regardé Game of Thrones, ou vous l'avez écouté, ou vous connaissez un peu le monde d'Arya, bon, il y a des grosses références. On croise le personnage enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais de Mr. MV, par exemple. On croise Shazam, un personnage très récurrent de la série. Donc, en plus, il y a des big up et des clins d'œil qui font très, très plaisir. Donc, en conclusion, Les Chroniques du Monde d'Arya est une bande dessinée très agréable à lire, dans un univers enchanteur et cohérent que j'adore, donc j'étais ravi. On s'amuse, on contemple de belles planches, on se prend vraiment au jeu. Et comble du bonheur, notre bande de gays lurons, comme j'aime les appeler, sont vraiment des héros de jeux de rôle, tels qu'on les vivrait autour d'une table. Donc c'est hyper attractif quand on est rôliste. Et qu'on soit fan du jeu de rôle, Les Mondes d'Arya ou non, on y trouvera notre compte parce que ça peut être aussi un excellent point d'entrée. Si vous voulez vous lancer dans cet univers, dans le jeu de rôle, c'est un jeu de rôle déjà très accessible. Donc moi, je conseille aux débutants de se lancer dans Les Mondes d'Arya, et vous pouvez aussi enrichir avec cette bande dessinée, ce sera très bien. Donc si vous avez des premiers pas à faire dans le jeu de rôle, je vous conseille Les Mondes d'Arya et Les Chroniques du Monde d'Arya. C'est de très bonnes recommandations sous le pied du sapin là, qui arrive à Noël, donc n'hésitez pas. Et tu l'as acheté dans une boutique normale ou c'était un Kickstarter? C'était quoi au départ? Là, cette bande dessinée, c'est chez Glénat, donc édité chez Glénat, trouvable facilement. Disponible dans toutes les bonnes crèmeries, quoi. Ouais, tout à fait. Et le jeu de rôle, Les Mondes d'Arya, c'est sur le site d'Eldercraft, donc encore une fois, la société d'édition de Fibre Tigre. Donc je mettrai les liens en description, bien sûr, comme d'habitude. Donc faites-vous plaisir, c'est un univers enchanteur vraiment léger, agréable, enfin tout ce qu'on aime dans le jeu de rôle. Ok, donc ça s'appelle Les Chroniques, Les Mondes d'Arya, c'est ça? Les Chroniques des Mondes d'Arya, tout à fait. D'accord. Si se termine la partie sujet hors sujet de la semaine, est-ce que tu as des big up que tu souhaiterais mettre en avant pour cet épisode 101 d'ailleurs? 101 Dalmatien. Je dis ça parce que c'est 101, c'est un chiffre que j'aime beaucoup et que je vois tout le temps. Donc voilà, c'était l'aparté qui veut rien dire. Ouais, ça voulait en effet rien dire. Mais c'est aussi le langage binaire de l'informatique. Enfin bref, j'ai Sebi-Wan Kenobi qui nous souhaite bon anniversaire pour la 100e. Tu peux le répéter proprement? Sebi-Wan Kenobi. Très beau pseudo, franchement. Et donc il nous dit salut Sid, salut Kira, meilleur podcast, il nous adore, podcast jeux vidéo et de pop culture, il nous a platiné. J'aime quand on nous dit que vous nous platinez. Moi aussi j'aime bien ça. Platinez-nous, on adore ça. Et voilà, il a mis 5 étoiles sur les applications de podcast, donc merci à lui, mon bon ami. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi, j'ai pas de big up à faire particulier, mais un big up général, car on a reçu énormément de messages par rapport à notre épisode 100. Le concept vous a beaucoup plu de partir de prendre le chiffre 100 on va dire directement au pied de la lettre. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de retours très très positifs là-dessus. On a eu beaucoup d'écoutes et tout. Et merci, ça fait chaud au cœur parce qu'on pensait pas atteindre autant d'épisodes comme ça. Nous, au départ, quand on a commencé, on était juste deux galériens avec un pilote de 3 heures que personne ne se rappelle, dont nous on a oublié, mais en tout cas merci, ça fait chaud au cœur. On est en route pour les 200 maintenant, donc voilà, si tout va bien, ça va avancer assez rapidement. Est-ce que tu veux faire un peu de teasing pour la semaine prochaine? Alors semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai prévu? Je sais pas trop. Ce sera soit un jeu mobile, non, c'est vrai que ça tease bien là, c'est incroyable. Je suis pas trop là, j'ai du mal à tout embriqué dans ma vie, donc ce sera certainement The Messenger si je l'ai fini, et après Sea of Stars ou peut-être Vampire Survivors sur mobile. Enfin bref, il y aura une émission, rassurez-vous. Et toi, Kira, ton HS? Il y aura quelque chose. Alors moi, en fait, j'avais pas prévu, mais je pense peut-être faire une chronique sur Joker Folie à 2, parce que le film se prend des tartines de caca sur les réseaux sociaux, et je suis peut-être un des seuls à l'avoir aimé, donc j'ai envie d'en parler, mais je sais pas trop sur quel angle le prendre. C'était pas prévu, donc je vais voir. Si l'inspiration continue, je pense faire une chronique. C'est un beau teasing aussi d'un truc que personne n'a kiffé. C'est pas comme ça qu'on va avoir des écoutes, mon cher Kira. Oui, on fait ça pour le plaisir. Moi, je me dis, si une personne se dit, en fait, c'est peut-être bien et qu'il a bien aimé, je me dis pourquoi pas, en fait. Et là, ça sera le plus beau compliment. C'est, tu m'as donné envie de le voir, je l'ai vu et j'ai bien kiffé. Je
te laisse le mot de la fin, et puis on est parti, quoi. Pour jouer à Mario Party tout à l'heure, donc je t'attends. Oui, donc qu'on conclue, que je puisse venir chez toi, donc... écoutez, merci pour votre écoute. Écoutez des podcasts et de la musique. Lisez des livres, la BD que je viens de vous suggérer. Jouez à des jeux. The Casting of the Frank Stone ou Dead by Daylight, un très bon jeu aussi. Toi aussi, t'as galéré à le lire. Ouais, mais c'était mieux que toi quand même. Et regardez des films, du coup, Joker 2 qui est actuellement au cinéma. Voilà, on peut conclure comme ça, mon cher Kira. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.